the only path is through a two-state solution. Nous avons besoin d'une solution à deux États. We need to renew our resolve to pursue this two-state solution. Au final, on en arrive à une solution à deux États qui est la seule option sur la table. Two-state solution. Deux États. Two-state solution. Donc, des chefs politiques qui parlent de deux États. Mais qu'est-ce qu'on veut dire quand on parle de deux États dans ce conflit Israël-Palestine? Bientôt, le 7 octobre, ça va faire un an que l'attaque du Hamas sur Israël a été faite, et avec la réplique d'Israël sur Gaza. Donc, on veut poser quelques questions, faire un retour dans l'histoire pour essayer de comprendre pourquoi la paix semble impossible avec toutes les tentatives de paix, de résolution des Nations unies, des poignées de main, des centeniers. Alors, j'ai fait appel pour mieux comprendre les racines de la situation actuelle à la librairie de 2460 de Rachad Antonius, qui est sociologue, auteur du livre « La conquête de la Palestine, de Balfour à Gaza ». C'est pas une guerre d'un an, c'est une guerre de 100 ans. Rachad Antonius, bonsoir. Bonsoir. On va mettre les cartes sur table. Certains ont vu au cours du temps un militant. Mais vous êtes aussi sociologue et vous avez écrit ce livre pour faire un devoir de mémoire peut-être sur certaines grandes étapes de ce conflit entre le peuple palestinien et le peuple juif. Ben, c'est pas vraiment un devoir de mémoire, c'est plus une initiative pédagogique. Oui. Je me définis comme quelqu'un d'engagé plutôt que de militant, engagé pour la justice sociale, et il y a une énorme injustice qui découle du fait qu'on ne tient pas compte de l'histoire. Et si on tient compte de l'histoire, on voit que le désir d'expulser les Palestiniens et de prendre leurs terres, il s'est exprimé par des actions politiques depuis 1922, avec le mandat britannique, avec la déclaration Balfour qui disait que la Grande-Bretagne va aider à l'instauration d'un foyer juif en Palestine. C'était une déclaration d'intention, elle n'avait pas de moyens. Tandis que le mandat britannique, il y a eu des moyens administratifs, politiques, légaux qui ont été mis en place pour que les institutions qui permettent de gérer ce territoire soit donné aux immigrants juifs qui, à l'époque, ne formaient que 13% de la population. Mais je vais quand même citer en préface, parce que vous citez, votre préface est signée par une membre de Voix juive indépendante du Canada. Donc, ça veut dire que vous tendez la main des Juifs non sionistes, on va dire c'est quoi le sionisme, sont avec vous dans la recherche d'une voie vers la paix. Tout à fait. Pour que, bon, alors, elle dit ceci, Madame Presante, je ne sais pas si je prononce bien son nom, « Aujourd'hui, la lutte courageuse que mènent les nouvelles générations de Juifs et de Juifs anti-sionistes à travers le monde est inébranlable. Nous refusons de condamner à mort un peuple au nom du droit à la vie d'un autre. » C'est pour ça que j'ai voulu qu'on entende les deux solutions, les deux États, mais je pense que les gens n'ont peut-être pas à l'esprit ce que ça implique, parce qu'au départ, ce devait être l'installation des Juifs d'Europe en Palestine, mais à condition qu'il y ait deux États. Ça, c'était le projet de 1947, mais ça n'a jamais marché. Ça n'a jamais marché pour plusieurs raisons. D'abord, il y a eu à l'ONU, et j'en parle dans le livre, deux projets qui étaient en préparation. Un projet d'un État unique, confédéré, où les Juifs seraient accueillis et qu'ils auraient une entité politique, une existence politique, et un projet de partition. Et certains diplomates canadiens ont joué un rôle très important pour empêcher que le projet d'État unique ne soit présenté à l'Assemblée générale, et ça a été le projet de partition. Or, le projet de partition nécessitait l'expulsion des Palestiniens. Donc, le fondement de la guerre est déjà là. Il y a un mot qui va revenir, donc, au cours de notre conversation, le sionisme. Le sionisme naît au tournant du 19e siècle, du 20e siècle, et donc, c'était la recherche pour le peuple victime de pogroms en Europe d'un foyer national juif. Oui.
Alors oui, c'est vrai, c'était ça. C'est aussi un sentiment national d'abord, et ensuite la réalisation de ce sentiment national sur une terre. Sauf que cette terre était déjà habitée. Quand un des fondateurs du mouvement sioniste, Theodor Herzl, avait commencé à mobiliser la communauté juive au début du XXe siècle, une délégation de juifs était allée en Palestine et ils avaient envoyé une lettre où ils disaient la fiancée est très belle, mais elle est déjà mariée à un autre homme. Et c'était une façon de dire, écoutez, ce pays, il y a des gens qui habitent. Et une partie des gens qui partagent le sentiment sioniste de vouloir avoir un État se sont rendus compte que ça aurait nécessité nécessairement l'expulsion des Palestiniennes, donc un nettoyage ethnique, et ils ont refusé le projet. Mais les sionistes, eux, aujourd'hui, revendiquent aussi ce territoire comme étant leur territoire. Ils revendiquent leur territoire alors qu'on sait très bien, toutes les sources le montrent, les sources israéliennes, britanniques, qu'en 1900, c'était un territoire à 100% arabe. Et ce n'est que l'immigration et le mandat britannique qui a permis de faire, de changer la nature du territoire. Mais si vous me permettez, je veux revenir à une chose que vous avez mentionnée. Je n'ai pas vraiment répondu à cette question. La question des deux États. Sur quoi, pourquoi? En 1948, Israël a gagné la guerre. Elle a occupé le territoire, enfin plus que ce que l'ONU lui avait donné. Et en 1967, il y a eu une nouvelle guerre qui a permis à Israël de prendre le contrôle de la Cisjordanie et Gaza. La Cisjordanie et Gaza ne constituent que 22% de la Palestine historique. Le compromis des deux États, c'était de dire, OK, on va donner aux Palestiniens ces 22% et Israël va garder les 78%. Et les Palestiniens ont dit, nous reconnaissons que nous avons perdu, nous sommes prêts à reconnaître à Israël non seulement son existence, mais sa sécurité dans les 70%, mais laissez-nous les 22% qui nous restent. Et tous les projets de paix ont échoué parce qu'Israël ne voulait pas laisser ces 22%. On voulait grignoter une partie de Jérusalem, une partie autour de Haïfa, la vallée du Jourdain. Les négociations les plus sérieuses ont échoué autour de 2000-2001 parce que les cartes qui ont été proposées aux Palestiniens contenaient toutes de grandes portions de ces 22% qui seraient données à Israël. Les négociations, on voit bien que ce soit à l'ONU ou ailleurs, que ce soit après la poignée de main d'Arafat avec Rabin, les accords d'Oslo, etc., que tout ça, il n'y a rien qui a fonctionné. Et quand on entend, vous entendez les chefs politiques dire la seule solution, c'est une solution à deux États. Est-ce que c'est encore la seule solution? Parce que ça semble tellement irréaliste. Écoutez, ça aurait pu être la solution et il y a une possibilité qu'on commence par ça. Mais il y a des conditions. C'est qu'Israël se retire des 22% dont il a pris le contrôle en 1967. Oui, mais ça, Israël ne veut pas parce qu'il veut ce droit de se défendre, il veut être protégé, il veut de la sécurité. Ils sont en situation d'occupation. Une puissance occupante n'est pas en position de se défendre. Elle est une puissance occupante. Et elle cesserait d'être menacée si elle se contentait des 78% qu'elle a gagné. Oui. Dites-moi, vous avez quelques pages sur le fait qu'on devrait parler de la guerre Israël-Palestine et non pas la guerre Israël-Hamas. Oui. Pourquoi? Regardez juste le nombre de morts. J'ai souvent posé cette question à des gens qui parlent de la guerre Israël-Hamas. Ça va vous prendre combien de milliers de morts civiles pour comprendre que ce n'est pas une guerre Israël-Hamas, que c'est une guerre contre la Palestine, contre les Palestiniens, pour les expulser. Il y a un politologue très connu, John Mearsheimer, aux États-Unis, qui est vraiment un pilier, un des grands, qui a fait plusieurs conférences récemment, mais il le dit, mais c'est clair que on ne peut comprendre la stratégie israélienne à Gaza que comme un désir de faire fuir la population. En même temps, il reste que le Hamas, qui est au pouvoir depuis le début de 2006-2007, que vous décrivez vous-même comme une organisation islamiste. Absolument. C'est l'islam politique, c'est l'islam radical, qui est passé au stade de terroriste, avec une grande violence, corrompue également, menaçante. Est-ce que c'est pas le Hamas, peu importe l'histoire passée, qui a vraiment créé cette situation, ce drame humanitaire terrible qu'on vit en ce moment? Absolument pas. Le Hamas a été créé en 1987.
L'occupation a commencé en 1967, 20 ans plus tôt. On ne peut pas blâmer le Hamas qui est arrivé 20 ans plus tard pour les problèmes de l'occupation. L'occupation est très violente depuis le début. Pour le sentiment d'insécurité des deux. Mais c'est la violence de l'occupation qui l'engendre. Ce que j'explique, c'est que j'aime pas le Hamas à cause de ses orientations, mais la logique d'action du Hamas est avant tout une logique de résistance à l'occupation. En même temps, son action fait en sorte qu'il y a plus de 40 000 Palestiniens qui sont morts. C'est pas son action, ce sont les bombardements israéliens. Oui, c'est ça, mais c'est la riposte d'Israël parce qu'on dit écoutez, la violence a commencé avant le 7 octobre. Il y a eu juste en 2023, en Cisjordanie, même pas à Gaza, il y a eu plus de 250 civils palestiniens tués. On ne peut pas blâmer ça sur le Hamas. C'est la violence de l'occupation. Aujourd'hui, la violence en Cisjordanie est terrible. Et vous citez des gens d'Israël, du journal Haaretz. On a interviewé ici des politologues israéliens, juifs israéliens, très critiques du gouvernement actuel de Netanyahou. Est-ce que c'est le fait d'avoir un gouvernement soumis à des politiciens d'extrême droite qui empêche la recherche d'une paix? Non. Elle a commencé par la politique d'occupation même après Oslo. Après, le jour où Oslo a été signé, vous avez mentionné Oslo, la Maison-Blanche, la poignée de pain. Le jour où Oslo a été signé, la construction de logements pour juifs seulement en Cisjordanie s'est intensifiée. Il y a eu en 7 ans beaucoup plus de colonies et de colons en Cisjordanie que pendant les 20 ans précédents. Mais est-ce que l'extrême droite est davantage sioniste? Parce que quand même, Rabin a été assassiné par quelqu'un de l'extrême droite. Plusieurs dénoncent Israël. Et c'est possible de critiquer Israël sans être antisémite? Mais absolument. La plupart des Juifs qui critiquent Israël sont des Juifs qui ont à cœur le bien-être d'Israël et ils disent que cette politique est dangereuse pour Israël. Être pro-palestinien, prendre la défense des Palestiniens, est-ce que ça veut dire être pour le Hamas? Non. Moi, je ne me définis pas comme pro-palestinien, je me définis comme pro-droits humains. Le jour où les droits humains des Israéliens seront menacés, je prendrai la défense des Juifs israéliens. Pour le moment, ce sont les droits des Palestiniens qui sont menacés. Et donc, le fait d'avoir une posture pour les droits humains amène les gens à défendre les victimes. Et en ce moment, les victimes, ce sont les Palestiniens, pas Israël. Évidemment, Antonio Guterres a pris souvent position et même attaqué par le gouvernement de Netanyahou pour prendre la défense des Palestiniens. Mme Harris, à sa convention, a dit Israël, parce qu'il y a un appui indéfectible là, de l'Occident vers Israël, mais ils répètent tous qu'il faut faire attention aux populations palestiniennes. Il faudrait qu'Israël change sa façon d'attaquer tout ça, mais il semble que personne ne peut infléchir l'action. C'est parce qu'on ne veut pas vraiment que l'action s'arrête. On dit qu'il faut faire attention aux populations palestiniennes et on envoie des armes de façon massive à Israël. On appuie Israël de toutes les façons. On dit qu'on va continuer à défendre Israël. Il n'y a pas de pression sérieuse sur Israël. Et comment le Hamas pourquoi le Hamas prend-il toute la place, au fond? Pour 2 raisons. Parce qu'on a tout fait, Israël a tout fait pour discréditer le camp de la paix palestinien. L'autorité palestinienne, le camp de la paix. Le camp de la paix plus généralement. Et l'autorité, entre autres. Et il n'est resté que le Hamas comme acteur politique qui dit « Attendez, on a des droits ». Alors, la façon dont il formule les droits est problématique, pour moi et pour beaucoup de Palestiniens. Vous savez, au moment d'Oslo, les gens ont cru à Oslo, pour de fausses raisons, mais ils ont cru à Oslo. Et la popularité du Hamas était tombée presque à 0 à ce moment. À Gaza, les gens ne voulaient pas du Hamas, ils veulent la paix. Le Hamas est là uniquement parce qu'il n'y a pas de paix. D'accord. Écoutez, mais le chemin de la paix, là, en 30 secondes, ça commence par où, là, en ce moment? La fin de l'occupation, d'abord, avant tout. Donc, des pressions très sérieuses des amis d'Israël sur Israël. Et tant que les amis d'Israël ne vont pas faire cette pression, il n'y aura pas de paix. Israël, par son action, est en train de lancer un message très dangereux. C'est que nous ne ferons jamais la paix. Il faut se battre contre nous si vous voulez vos droits. Très bien. Alors, je rappelle, Rachad Antonius, la conquête de la Palestine de Balfour à Gaza, une guerre de 100 ans. Tout n'a pas commencé le 7 octobre. Non. Merci beaucoup, Rachad Antonius. Merci.